Messieurs, dames, bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci à monsieur le député de nous faire l'honneur de sa présence. Je suis Philippe Calouzian, moi, le président de l'association des alumni de Mines de Paris. Pourquoi ce cycle décidé ? On a fait le constat avec quelques camarades depuis longtemps qu'on a très peu de nos camarades élus. Beaucoup de monde se plaint de la situation politique et économique, mais à un moment, il faut aussi prendre le taureau par les cornes. Et ce cycle décidé a pour vocation de peut-être susciter des engagements, notamment parmi les plus jeunes d'entre vous, mais pourquoi pas aussi parmi certains anciens. Merci beaucoup à monsieur Rodwell d'être parmi nous, monsieur le député, mais aussi à Pierre et Olivia, qui seront les intervieweurs que je laisserai se présenter juste après. Alors, comment fonctionne ce cycle décidé ? Le principe, c'est que donc on va faire venir 5 à 10 personnalités politiques de premier plan, donc élus, parlementaires, et même donc un ancien chef d'État, puisque vous avez peut-être vu le planning. On a Marine Tondelier qui vient le 8 octobre et François Hollande qui vient le 3 novembre. Mais le but aussi, c'est d'inviter d'autres personnalités. Alors en ce moment, tout le monde est un petit peu dans le rouge, vu l'actualité politique, mais on aura assez vite, je pense, d'autres invités. Donc le principe, c'est le pluralisme. On invitera, autant que faire se peut, l'intégralité du spectre politique. À partir du moment où il y a des bulletins sur une table dans un bureau de vote, on invitera les gens qui auront envie de venir. Et le principe, c'est qu'on pose toujours les mêmes questions. Alors, pas des questions, c'est pas une tribune politique de l'invité, on pose des questions sur les sujets de légitimité de l'école. Donc, l'énergie, l'environnement, l'industrie, le numérique, la place des sciences, les matières premières. Donc merci à Pierre et Olivia de s'occuper d'interviewer Charles Rodwell ce soir. Et donc je vous dis merci et je laisse la parole à Pierre et Olivia pour se présenter et puis pour présenter notre invité. Merci à vous. Merci. Je vais quand même d'abord présenter notre invité avant de me présenter, mais je n'y manquerai pas. Bonsoir et merci au député Charles Rodwell de nous faire l'honneur de participer à ce débat interview. Donc Charles Rodwell, vous avez 29 ans, et oui. Vous êtes député de la première circonscription des Yvelines et vous avez fréquenté les bancs de Sciences Po, de la London School of Economics. Vous êtes né à London, d'ailleurs, il me semble. Et vous êtes depuis enraciné localement à Versailles, dont vous êtes toujours conseiller municipal. C'est bien ça. Et vous êtes ici principalement parce que vous venez de présider une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les freins à la réindustrialisation en France et donc à émettre des propositions. Vous avez tenté d'émettre des propositions pour lever ces freins, donc on en parlera dans la suite. J'avoue d'ailleurs avoir parfois délaisser YouTube pour regarder sur LCP des débats de collègues économistes qui étaient très intéressants. On y reviendra dans la suite. Et d'ailleurs, je vous engage, vous les jeunes ici, à regarder les débats parlementaires dans les commissions. C'est souvent passionnant. Donc il a noté que vous n'avez pas souhaité endosser le rapport de cette commission, ou en tout cas que le rapport a un peu deux parties, on va dire. Donc considérant que les mesures proposées par le rapporteur en particulier n'étaient pas forcément compatibles avec la feuille de route climatique, et on y reviendra certainement dans la suite du débat. Voilà, Charles Rodwell est vraiment une valeur montante au sein de Renaissance, malgré son jeune âge, aux âmes bien nées, etc. La valeur n'attend point le nombre des années. Et donc, on vous remercie d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à l'École des Mines. Un immense merci pour votre invitation. Alors, très rapidement, pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé par les deux intervieweurs ici présents. Donc moi, je suis économiste. Vous avez cuisiné des économistes dans cette commission à longueur de longues heures à l'Assemblée. Donc moi, je suis professeur d'économie ici. Je dirige le centre d'économie industrielle, donc sur ces sujets-là, et aussi la chaire ETI Lab qui s'intéresse à sa première chaire sur la recherche et l'enseignement sur les entreprises de taille intermédiaire qui sont très méconnues et dont vous connaissez sans nul doute l'importance dans l'industrie française. Voilà, je laisse maintenant la parole à Olivia pour se présenter et à son tour pour vous donner la parole. Merci à vous. Ravie de vous recevoir. Donc, Olivia Torres, je suis une ancienne élève de l'école plutôt qu'une ancienne école de l'élève. Ça fait maintenant 5 ans que je suis diplômée. Comme vous, je suis passée par Sciences Po. J'ai fait un master en droit économique à Paris. Et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises dans leur transition écologique, donc aussi bien des industriels que des banques ou des fonds d'investissement.
Et voilà, ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Une première question qu'on avait envie de vous poser dans ce lieu qu'est la bibliothèque des mines, qu'on m'a emmené voir tout de suite quand je suis entrée à l'école avec mes camarades. Il y a une ordonnance, l'ordonnance de Louis XVI, qui fonde l'école et qui constate qu'il y a un retard de la France vis-à-vis des autres pays sur les thématiques de l'industrie, l'industrie minière en l'occurrence. Et donc, il fonde l'école dans l'objectif de former donc ce qu'il a appelé donc des directeurs intelligents, des personnes capables de transformer ce qu'on appelait à l'époque l'art des mines en véritable science. Et donc, aujourd'hui encore, il y a de nombreux liens entre l'école des mines et l'industrie. Donc, les différentes chaires de l'école travaillent étroitement avec l'industrie. L'école est sous tutelle du ministère de l'Industrie et non pas du ministère de l'Éducation. Donc, pour comprendre la mission de l'école des mines, c'est essentiel de parler de l'industrie. Et quand on parle de souveraineté industrielle, souveraineté économique, donc qu'est-ce que ça vous évoque? Et finalement, pourquoi réindustrialiser? Et je vous propose peut-être de vous asseoir plutôt que de rester debout pendant une heure. Merci. Merci à vous. Merci. Il y a un petit trou derrière. Voilà. Tenez, je vous en prie. Merci à tous pour votre invitation et ça m'honore beaucoup de pouvoir vous retrouver ce soir. Notamment dans ces hauts lieux, parce que quand vous ne fréquentez pas cette école, ce qui n'a pas du tout été mon cas, parce qu'en tant que science-piste, on a rarement l'occasion de rentrer en ces murs. On est dans un lieu qui, je crois, a marqué l'histoire de notre pays, notamment l'histoire scientifique de notre pays. Et moi, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer ce soir, à la fois pour vous parler un peu de ce qu'on fait, nous, dans le cadre d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et autres, mais aussi pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir avoir vos contributions, vos idées, vos propositions, vos critiques, à la fois ce soir, mais aussi qu'on puisse tout simplement créer le lien pour les jours, semaines, mois, années qui viennent. Moi, je suis très, très sensible au fait que vous vouliez bâtir ces liens entre, je ne vais pas dire notre monde et le vôtre, mais il y a quand même un peu de ça. Et donc, c'est vraiment un vrai, vrai plaisir d'être ici avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup. Est-ce que déjà, vous savez un peu tous comment fonctionne une commission d'enquête à l'Assemblée? Ou est-ce que je peux vous faire un petit point là-dessus? Parce que ça reviendra au point sur le rapport que vous faisiez. Une commission d'enquête au Parlement, elle est toujours bicéphale. Donc vous avez toujours un président et un rapporteur. Et le président et le rapporteur ne sont pas du même camp politique, pour essayer de trouver une forme d'objectivité dans les débats que l'on forme. Le rapporteur était Alexandre Loubet, qui est député de la Moselle, du Rassemblement national. Et moi, j'étais président de cette commission d'enquête. Donc, les rôles sont répartis entre le président qui organise la commission d'enquête, si je résume un peu rapidement, et le rapporteur qui tient la plume d'une partie du rapport, avec les administrateurs. Et donc, effectivement, le rapport, quand il est rendu, soit il est collégial, avec les conclusions qui sont identiques, soit il est divisé en deux parties, les propositions qui sont rendues par le président de la commission d'enquête et les propositions qui sont rendues par son rapporteur. Et effectivement, il y a une partie des constats et même une partie des propositions que l'on peut partager. Il y a aussi une partie des propositions que nous avons rendues qui est en divergence idéologique, et ça me semble légitime, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas co-signé une partie du rapport, et réciproquement. Comment a fonctionné cette commission d'enquête? Chaque commission d'enquête fonctionne de manière différente, selon la volonté des députés d'en faire une arme politique, voire politicienne. Je pense par exemple à la commission d'enquête de la France Insoumise sur Betaram, qui est peut-être la dernière qui a été un peu médiatisée, qui a servi d'arme politique contre le Premier ministre François Bayrou. Il y a beaucoup d'autres commissions d'enquête qui sont parfois moins visibles, moins médiatiques, mais qui sont extrêmement intéressantes parce que vous avez des députés de camps différents qui font le choix d'aller sur le fond. Sur le fond d'idées, sur le fond de dossiers qui sont importants, je crois, pour le quotidien de plein de gens, que ce soit la politique de la petite enfance, que ce soit la régulation des géants du numérique, que ce soit TikTok, que ce soit la refonte du pacte Dutreil, que ce soit la politique régalienne de l'État ou la politique migratoire, etc., etc. Vous avez tout un tas de commissions d'enquête qui sont à disposition, notamment sur le site de l'Assemblée, et qui sont honnêtement assez intéressantes lorsque je crois qu'elles sont bien menées. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je ne voudrais pas être trop long. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de pourquoi est-ce que cette commission d'enquête a eu lieu, éventuellement? En quelques mots, peut-être, ensuite on pourra revenir sur pourquoi finalement réindustrialiser. Oui, ça va répondre à votre question. Cette commission d'enquête, on l'a créée avec le Rassemblement national
parce qu'on est en désaccord idéologique, justement, sur les politiques publiques à mener pour réindustrialiser le pays et plus globalement pour soutenir la politique de réindustrialisation de notre continent. Finalement, c'est inscrit dans un triple contexte. D'abord, un contexte international. Nous vivons dans un monde en guerre économique, structuré par la confrontation entre deux hyperpuissances démographiques, politiques, industrielles, numériques, que sont les États-Unis et la Chine. Et cette confrontation, elle a un impact immédiat, direct, sur les Français, sur les Européens, sur leurs entreprises. Et je dirais que depuis 2020, ne serait-ce que depuis 2020, on a connu 4 chocs fondamentaux pour l'industrie française qui vient directement affecter notre capacité à réindustrialiser. Le choc de la crise Covid, qui au-delà de l'impact sanitaire, a révélé ce que vous, une bonne partie d'entre vous, saviez depuis belle lurette, mais ce qui a été révélé à une partie de la classe politique et au grand public, c'est l'extrême fragilité d'une part de nos chaînes de valeur et l'extrême dépendance industrielle, numérique, en matière de minerais, en matière d'approvisionnement, d'une bonne part de l'économie française. Le deuxième choc, c'est le choc énergétique qu'a provoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la rupture d'approvisionnement en matière de gaz de l'Europe par la Russie, qui a mené à des plans de sauvetage organisés par l'ensemble des pays de la zone euro, qui ont cumulé à 800 milliards d'euros d'aide injectée dans l'économie européenne par les plans d'urgence nationaux pour répondre à l'inflation, à la hausse des prix de l'énergie, à la hausse des prix de l'électricité, à l'inflation que nos économies ont connue. Troisième choc qu'on a connu, c'est celui de l'économie chinoise. Lorsque le président Xi Jinping dit ouvertement, publiquement, que l'économie chinoise passe d'une économie de paix à une économie de guerre, eh bien, ça a un impact très concret sur l'industrie française et européenne. Les surcapacités de production chinoises qui sont déversées, qui commencent à être déversées sur le marché européen. La fermeture d'une part des marchés de masse ou des marchés stratégiques chinois aux entreprises françaises, européennes et américaines. Les restrictions sur l'export de métaux ou de matières transformées de Chine vers l'Europe. Et le quatrième choc, je dirais que c'est les choix politiques américains, notamment depuis le pivot stratégique d'Obama en 2012, et qui s'est manifesté de manière assez transpartisane à travers les différentes administrations américaines. Dernièrement, l'Inflation Reduction Act, mené par l'administration Biden, qui a frappé de plein fouet l'industrie française et européenne. Et deuxièmement, dernièrement, la politique tarifaire et douanière déployée par l'administration Trump, qui a frappé une nouvelle fois de plein fouet une partie de notre industrie, avec l'accord qui a été signé notamment entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est en défaveur des économies de notre continent. Et donc, fort de ce constat-là, c'est bien une nécessité absolue, je dirais vitale, cardinale, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, d'accélérer la réindustrialisation de notre pays, de notre continent. Vous avez une double perspective là-dessus, perspective européenne. En 1992, lorsque la zone euro a été initiée par le vote des peuples européens, si à l'époque le PIB de la zone euro en création et le PIB des États-Unis avaient été égaux, ce qui n'était pas le cas, mais s'ils avaient été égaux, il y aurait aujourd'hui 30 points d'écart de PIB en faveur des États-Unis. Si le PIB de la zone euro et le PIB américain avaient été égaux au lendemain de la crise financière de 2008, disons en 2010, il y aurait aujourd'hui 16 points d'écart de PIB. Ce qui veut dire une chose, c'est que les États européens ont une incapacité à créer des richesses et à assurer la prospérité de leurs peuples respectifs par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres espaces du continent. Et à la suite de cette problématique se cumule une problématique nationale qui est très française, que l'on retrouve dans seulement quelques autres pays au monde, dont le Royaume-Uni, donc j'espère que ce n'est pas ma double nationalité britannique qui crée cette malchance à titre très personnel, c'est que la France a connu une cataclysme industriel que très peu de pays européens ont connu. C'est-à-dire qu'on a divisé la part de l'industrie dans le PIB par 2 en 30 ans. En 1979, ou en 1980, disons, la part de l'industrie dans le PIB français était de 20%. La part de l'industrie dans le PIB allemand était de 22%, et la part de l'industrie dans le PIB italien était de 16%. Au milieu des années 2010, la part de l'industrie dans le PIB français était un peu moins de 10%, alors qu'elle était stable dans les PIB allemands et italiens respectifs, à peu près 20% dans le PIB allemand et à peu près 15% dans le PIB italien. Ce qui fait qu'au-delà de la dynamique européenne, il y a des dynamiques à l'échelle nationale qui ont eu lieu,
qu'on n'a pas connu dans les autres pays européens. Et c'est ce qui a justifié la politique économique qu'on a essayé de mener depuis 2017, à l'initiative du président de la République, avec Bruno Le Maire et avec la majorité qui avait eu à l'époque, et je le dis d'autant plus tranquillement qu'à l'époque, je n'étais pas député. Elle était fondée, sur la baisse massive des impôts de production, la CVAE, la baisse de l'IS, l'impôt sur les sociétés, de 8 points, de 33 à 25%, le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, la défiscalisation des heures supplémentaires, la baisse des cotisations, la suppression de la taxe d'habitation et tutti quanti. Deuxièmement, une politique de réforme du marché du travail, des lois de simplification, la loi Pacte, la réforme des retraites. Troisièmement, une politique d'investissement qui avait été initiée sous la présidence Sarkozy et la présidence Hollande, qu'on a essayé de poursuivre pour dérisquer une partie de l'investissement privé dans l'économie française. Et fort de ce constat, la commission d'enquête qu'on a menée était fondée sur 2 éléments. Un, faire le bilan de cette politique de l'offre. Est-ce que oui ou non, on a réussi à enrayer la désindustrialisation de notre pays? Et est-ce que cette politique est la bonne pour réindustrialiser notre nation et le continent européen? Et deuxièmement, quelle est la doctrine que nous devons porter dans les mois et les années qui viennent pour continuer ou pour amorcer la réindustrialisation de notre pays? Et c'est là où on a une divergence avec le Rassemblement national. Nous pensons, je ne voudrais pas être trop long, mais après, je promis, je serai plus court dans mes autres réponses. Nous pensons avec le président de la République, avec Gabriel Attal, le président de notre groupe, avec les personnes qui soutiennent le bloc central et l'alliance qu'on a aujourd'hui, que pour pouvoir poursuivre la réindustrialisation de notre pays face aux défis auxquels on fait face, nous n'avons pas d'autre choix que d'assumer un alignement complet et total du pouvoir politique et des pouvoirs économiques en France. Et que l'alignement total du pouvoir politique et des pouvoirs économiques dans notre pays est donc de placer les intérêts économiques de notre nation au cœur des intérêts vitaux de la France et au cœur des intérêts vitaux de la politique que nous devons porter, est l'une des gageurs de notre prospérité et de notre indépendance économique au XXIe siècle. Toutes les grandes démocraties de ce monde sont en train d'opérer ce mouvement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On voit aux États-Unis l'alliance qui a été signée entre les différentes administrations américaines et les patrons des GAFAM au service de la prospérité économique de leur pays. Quand on observe la place qu'occupe l'industrie pharmaceutique, l'industrie informatique, l'industrie automobile, l'industrie chimique dans la démocratie indienne aujourd'hui pour l'émergence de cette grande démocratie qu'est l'Inde est fondamentale. Lorsqu'on voit le rôle que la City joue dans les intérêts vitaux de la nation britannique, on voit que dans les grandes démocraties de ce monde s'opère un alignement. Je ne parle même pas de l'Allemagne, avec la place que joue le Mittelstand et le MEDEF allemand dans les négociations avec le Bundestag pour la politique et pour la refonte de la politique économique allemande aujourd'hui. On voit qu'il y a un alignement total et complet assumé entre le pouvoir politique et les pouvoirs économiques de ces grandes démocraties au monde. Et nous, c'est la politique qu'on veut porter à l'échelle du Parlement et à l'échelle de l'exécutif aujourd'hui, qui se décline de plein de manières différentes, à travers plein de mesures, mais je ne voudrais pas être trop long. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel on veut bâtir notre politique économique dans les mois et les années qui viennent. Et c'est ce qui fait l'objet d'un désaccord fondamental, évidemment, avec la gauche, mais aussi avec le Rassemblement national. C'est ce qu'on a pu observer dans la remise de ce rapport, qui a été un moment de grand débat démocratique dans notre commission et qui a fait l'objet d'un désaccord entre nos deux partis. Oui, on reviendra sur les différentes mesures que vous portez. Donc, vous avez rappelé les 4 chocs qu'ont subis donc le peuple français et l'Europe ces dernières années. À ces chocs, vous proposez 3 autres chocs qui structurent vos mesures. On y reviendra. Mais avant, on se posait la question justement de savoir si l'échelle nationale était finalement la bonne échelle pour parler de souveraineté. Mais effectivement, c'est exactement le point. Vous avez dit plusieurs fois « et l'Europe », mais il y a une vraie question qui se pose. Peut-être qu'une partie d'ailleurs des divergences avec le RN vient de là, mais déjà il y a une question de définition de ce que c'est la souveraineté économique, peut-être qui n'est pas partagée par tous les partis, mais au-delà de ce point-là, les pays européens n'ont pas forcément les mêmes objectifs non plus dans la réindustrialisation. Depuis l'exportation à garder une autonomie stratégique sur des secteurs dont on veut pouvoir... Exemple classique, les masques en France qu'on veut garder, on veut garder cette capacité de production. Les pays européens n'ont pas forcément les mêmes alignements. Alors, quelle est votre position sur la possibilité de faire remonter à l'échelle européenne, qui, pour les économistes, est souvent nécessaire, parce qu'il y a la question du poids
en PIB, comme vous l'avez illustré au début, de dire, voilà, c'est à cette échelle européenne qu'on va pouvoir compter. Donc d'après vous, quelle est à cette échelle européenne la voie que peut porter la France, sachant les différences potentielles? Et est-ce que c'est sorti dans vos débats? Parce que ça apparaît un peu moins dans le rapport, mais c'est une question qui nous a interpellés avec Olivia. Merci pour votre question. Nous, on part, pour le coup, d'un point de vue politique, qui nous permet de décliner ensuite les fondements de notre politique économique. On se pose la question, comment est-ce qu'on peut garantir l'indépendance politique de notre pays et de notre peuple au XXIe siècle? L'indépendance politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité du peuple français à faire des choix souverains pour son avenir, en sortant, en s'extirpant d'influences étrangères et de sa vassalisation potentielle ou avérée à des forces politiques et économiques extérieures à son territoire ou extérieures à sa volonté. Nous partons d'un postulat qui est le suivant. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'indépendance politique possible sans indépendance industrielle et technologique. Pourquoi ? Je vous ai parlé de la confrontation entre les États-Unis et la Chine, qui nous frappe de plein fouet aujourd'hui, fort de notre affaissement économique et industriel. Il y a un deuxième choc et une deuxième confrontation qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, c'est le rapport de force entre des États et des entreprises. Les GAFAM, aujourd'hui, leur capitalisation à chacun est plus importante que le PIB de 95% des États de ce monde. Cette comparaison ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que la capacité de ces entreprises à générer des richesses et à occuper une place prépondérante dans notre économie, c'est du jamais vu depuis peut-être la compagnie orientale ou occidentale, les compagnies maritimes qu'on en a connues il y a maintenant plusieurs siècles. Et ce sont des défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui pour définir les choix souverains de notre peuple. Nous, ce que l'on considère, c'est que fort de ces deux rapports de force dans le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons pas d'autre choix que de partager des alliances industrielles et économiques avec les pays européens qui nous entourent. Donc on part de deux postulats. Un, le peuple français, le peuple allemand, le peuple britannique, le peuple espagnol, le peuple italien, sont des peuples différents. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que le fédéralisme à l'européenne n'est pas possible parce que nous avons des identités qui sont propres, nous avons des histoires, nous avons une politique économique, nous avons une politique diplomatique, nous avons des cultures, nous avons des identités qui sont différentes. Et on le voit à l'œuvre tous les jours. Pourquoi est-ce que l'Europe de la défense, ça ne marche pas ? Parce que vous avez un désalignement stratégique entre la France et l'Allemagne. Je ne parle même pas d'un pays comme le Royaume-Uni ou d'un pays comme la Pologne. Mais on a aussi des points communs fondamentaux. Et l'un de ces points communs fondamentaux, à mon avis, c'est que si nous ne bâtissons pas les fondements d'une politique industrielle et économique européenne pour le XXIe siècle, nous serons tous vassalisés, soit à la Chine, soit aux États-Unis, soit à ces deux nations. Et donc, ce que le président de la République avait essayé d'imaginer en 2017, c'est la politique qu'on a essayé de porter depuis ces années, c'est une politique industrielle à la fois à l'échelle nationale, donc la politique d'attractivité française, le fait d'attirer des capitaux étrangers sur le territoire français, le fait de recréer des chaînes de valeur sur le territoire national, le fait de recréer près de 3 millions d'emplois en l'espace de 7 ans sur le territoire français, à travers des réformes structurelles à l'échelle nationale, mais c'est de coupler cette politique avec une politique résolument européenne. Je vous donne deux exemples rapides. Premier exemple, les fameux PIEC, les alliances industrielles à l'échelle européenne. Quand on parle des batteries, quand on parle de l'hydrogène, quand on parle des semi-conducteurs, quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle du CHIPS Act, qui est le dernier acte que nous avons validé dernièrement, moi je considère que nous avons tout intérêt à unir nos forces avec les économies italiennes et allemandes notamment pour bâtir une politique industrielle commune pour faire face à l'agression économique qui est celle notamment de la Chine, mais aussi des États-Unis dans le domaine. Deuxième exemple, l'union des marchés de capitaux. Aujourd'hui, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, notre incapacité commune à créer une richesse et à assurer la prospérité de nos peuples au même niveau, notamment que les États-Unis, est due à un élément, c'est l'absence d'une politique d'investissement à l'échelle par rapport à celle des États-Unis. L'un des moyens, nous pensons que l'on va arriver à le faire, c'est d'assurer une mobilisation de nos capitaux à l'échelle européenne, à l'échelle de nos différents États, pour pouvoir financer communément notre économie. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons
que réinvestir le champ national sur les questions industrielles n'est absolument pas en opposition à investir ces questions à l'échelle européenne, malgré des divergences stratégiques qu'on a sur un certain nombre de points avec les États européens. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a un désaccord fondamental avec le Rassemblement national. Et c'est légitime d'un point de vue politico-démocratique. Olivia, est-ce que tu... Alors, bon, si on continue donc sur cette... en élargissant encore la focale, il y a un sujet qui est particulièrement d'intérêt pour les jeunes et qui est à beaucoup d'endroits dans votre rapport, c'est la place de la décarbonation en Europe par rapport au reste du monde, la question des marchés carbone, qui sont un objet très enthousiasmant pour la jeunesse, pour avoir un avenir pour la planète d'un côté, mais qui potentiellement suscitent des craintes de délocalisation, entre autres, des industries. Est-ce que vous pensez qu'on prend le bon chemin, par exemple avec le CBAM, les mécanismes d'ajustement aux frontières? On aimerait bien entendre parler de ça, qui fait partie des missions cœur de notre école, enfin, des valeurs importantes. Et tu sais que votre engagement est unanimement connu sur le sujet. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce soir aussi sur ces questions-là. Nous, la manière dont on voit les choses, évidemment que notre politique économique et industrielle doit se coupler à la décarbonation de notre économie. Pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un enjeu pour l'espèce humaine. Moi, j'ai envie que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants puissent vivre sur une planète qui est habitable. Et je pense que factuellement, scientifiquement, aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Et donc, évidemment que la France et l'Europe ont leur part du chemin à mener sur cette question. La deuxième des choses, c'est que nous, on essaie de regarder les ruptures anthropologiques et même les ruptures économiques que l'histoire économique mondiale a connues, ne serait-ce que sur ces derniers siècles, pour essayer de les anticiper dans les décisions politiques que nous prenons. Je suis franco-britannique. Le Royaume-Uni, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, était une nation pauvre, de second rang, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du concert des nations. Qu'est-ce qui a créé la rupture et l'émergence du Royaume-Uni comme puissance mondiale à l'échelle planétaire? C'est sa révolution industrielle menée sur le charbon, sur la sidérurgie, sur l'acier, au tournant du 19e et ensuite tout au long du 19e siècle. La puissance britannique s'est retrouvée déclinante et dépassée par la puissance américaine qui a fondé son hégémonie sur tout un tas de sujets, mais notamment sur une ressource énergétique qui est, que sont les hydrocarbures, au moment même où la nation britannique a voulu, pour le coup, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, fonder son hégémonie sur la poursuite de l'utilisation de technologies fondées sur le charbon. Et nous, ce que nous pensons aujourd'hui, mais peut-être qu'on se trompe, c'est que les États-Unis sont en train de commettre une erreur historique, qui est celle de poursuivre leur politique industrielle fondée sur des hydrocarbures, alors même que la puissance économique chinoise est aujourd'hui fondée sur l'électrification massive de ses usages. Est-ce qu'on est en train de connaître un pivotement et une bascule économique qui s'apparente à celle je dirais, la transmission de témoins entre l'Empire britannique et l'Empire américain au tournant du XXe siècle? Est-ce qu'on est en train de connaître la même chose aujourd'hui du fait de ces choix économiques absolument fondamentaux que sont en train de connaître ces 2 hyperpuissances aujourd'hui? Je ne sais pas, mais nous, c'est ce que nous supputons. Donc nous, dans les choix économiques que l'on fait, on se dit qu'à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, nous n'avons pas d'autre choix que de miser sur la décarbonation et sur l'électrification massive de nos usages. 1, pour les espèces humaines, 2, pour la compétitivité de notre industrie à long terme, et 3, pour réduire nos dépendances vis-à-vis d'intrants énergétiques sur lesquels aujourd'hui nous sommes totalement dépendants. Et donc je suis plus que jamais convaincu que malgré les problèmes de compétitivité qu'on a sur tout un tas de sujets aujourd'hui, il y a des choix énergétiques que la France et que l'Europe ont fait ces dernières décennies. Je pense notamment au sacrifice d'une partie de l'industrie nucléaire à l'échelle nationale. Nous n'avons pas d'autre choix que de mener la décarbonation et l'électrification massive de notre appareil industriel, et que la réindustrialisation de la France et de l'Europe va de pair avec la décarbonation et avec l'électrification massive de notre économie. Sur ce chemin, il y a plusieurs obstacles. Donc, pour repréciser la question de Pierre,
On a donc un mécanisme de carbone, donc l'EU ETS, qui incite les industriels à délocaliser parce qu'ils se disent, pour les industries qui sont concernées, donc on pense à l'acier, le ciment, c'est que quelques industries, mais pour celles-là qui sont extrêmement émettrices et difficiles à décarboner, on va avoir donc une délocalisation importante. Donc c'est ce à quoi le mécanisme d'ajustement de carbone frontière essaye de répondre. Et autre obstacle sur le chemin, si on réindustrialise, il faut beaucoup d'énergie. Donc RTE a publié des scénarios futurs 2050 avec un scénario réindustrialisation où on ne remonte pas tout à fait au niveau de PIB, au niveau de part de PIB que l'industrie avait avant la grande désindustrialisation qui a eu lieu ces 40 dernières années. Mais quand même, on a besoin de beaucoup plus d'énergie qui doit être décarbonée, beaucoup plus d'électricité. Et ça demande des investissements. Alors, comment est-ce qu'on fait pour investir dans les réseaux pour supporter ça, dans les usines pour avoir de nouveaux équipements, voilà. Si on part d'abord du constat, le désalignement de nos politiques énergétiques à l'échelle européenne et la complexité du CBAM, avec les effets, je qualifie d'effets d'aubaine absolument délirants qui sont liés au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est lié aussi aux limites de la politique énergétique à l'échelle européenne que nous menons. Moi, je me souviens des discussions qu'on avait au moment du déploiement de l'Inflation Reduction Act en août 2022 par les États-Unis. Au moment où les États-Unis commencent à déployer les premières tranches de l'Inflation Reduction Act, vous avez immédiatement un décaissement de près de 80 milliards de dollars en l'espace de 4 mois, avec un objectif qui est fixé aux entreprises qui bénéficient de ces crédits d'impôt massifs, c'est « Meet the KPIs ». À partir du moment où vous remplissez vos objectifs en matière d'investissement, de création d'emplois, que l'on fixe de manière contractuelle, tous les 3 mois, vous avez un décaissement de votre crédit d'impôt qui vous permet de créer de la valeur et d'installer vos entreprises à l'échelle sur l'ensemble du territoire fédéral américain. Et finalement, quand on regarde, et je vais répondre à votre question, le déploiement de l'Inflation Reduction Act à l'échelle des États-Unis, on a beaucoup à apprendre de celui-ci pour notre propre politique à l'échelle européenne. L'Inflation Reduction Act, c'est finalement un investissement assez modeste. Le plan de relance américain à la suite de la crise Covid, c'est 1 500 milliards de dollars d'investissement public. L'Inflation Reduction Act américain, c'est 350 milliards de dollars d'investissement public à travers notamment des crédits d'impôt. Mais l'effet de levier sur l'investissement privé, notamment l'attraction de capitaux étrangers sur le territoire américain, on l'évalue aujourd'hui dans les analyses économétriques objectives que nous avons à près de 1 200 milliards de dollars d'investissement privé captés sur le territoire américain, avec un objectif, la décarbonation d'une part de leur économie et notamment d'une part de leur industrie. Et face à ça, lorsque l'Inflation Reduction Act à l'échelle américaine a été déployé, on avait le sentiment communément qu'on était un peu des lapins qui regardaient dans les phares de la voiture, où la Commission européenne essayait de calculer quel était l'impact sur la délocalisation de valeur d'Europe aux États-Unis, si on pouvait imiter un peu le même truc. L'Allemagne a déployé son propre plan d'investissement à l'échelle nationale qui n'est absolument pas coordonné avec les autres États européens. La France, on a fait la loi industrie verte en essayant de créer un peu de crédit d'impôt, le C3IV, pour les pompes à chaleur et pour une partie d'hydrogène et pour quelques entreprises dans le domaine des semi-conducteurs. L'Italie a déployé sa propre politique de crédit d'impôt qui vise à attirer des capitaux des autres pays européens. Donc on voit qu'on a un désalignement aujourd'hui. Et je crois que finalement, la manière dont on a bâti le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières révèle les divergences stratégiques qu'on a à l'échelle européenne. Donc ça, on a 2 moyens d'y répondre. Soit on décide de réinvestir ces questions à l'échelle nationale et d'assumer des divergences irréconciliables à l'échelle européenne. Et donc on décide de mener une politique énergétique à l'échelle nationale, française, qui à mon avis serait le lit de notre perte. Parce que la fracture des États européens à l'échelle du continent, à mon avis, clorait notre vassalisation aux 2 hyperpuissances du monde dans lequel on vit. Soit on décide d'assumer le rapport de force à l'échelle européenne. Et l'immense avantage, c'est qu'on a un exemple qui a marché et qui peut servir de modèle pour le reste de notre politique. Lorsque le président de la République est élu en mai 2027, il va à l'échelle européenne, il décide de taxer les géants du numérique. Et donc, en juillet 2017, vous avez un sommet qui est organisé dans je ne sais plus quelle ville européenne où il dit on va taxer à l'échelle européenne les géants du numérique. Tout le monde lui rit au nez.
Et bien du coup, à l'initiative de Bruno Le Maire, la France décide, en septembre 2017, de taxer les géants du numérique. Donc taxer Facebook, Meta, Microsoft, Apple, etc. On s'est dit, mince, on va créer un déficit d'attractivité majeur pour le territoire français par rapport aux autres États européens. Et le résultat, ce qu'on a connu, c'est que tout l'inverse, les États européens se sont mis d'accord d'abord à l'échelle de l'Union européenne, et ensuite, au sommet du G20 de Venise en novembre 2021, une bonne part des États européens du G20 se sont mis d'accord sur une législation et un impôt minimal commun à l'échelle de leurs États pour taxer les géants du numérique à 15%, l'impôt minimal sur ces géants-là, que nous pourrions ensuite instituer à travers une politique fiscale commune à l'échelle de l'Union européenne. Moi, je crois beaucoup plus à cette politique qu'à la taxation carbone aux frontières à travers des mécanismes tels que le MACF, qui est non seulement défaillant, mais qui n'a, à mon avis, la grande culpabilité de ne pas taxer les produits finis entrant sur le territoire européen, ce qui finalement fait le lit de l'absence de compétitivité à l'échelle européenne. Donc voici la manière dont nous, on travaille la réforme du MACF, qui serait une taxation carbone aux frontières et dont le financement serait 100% dédié à une seule chose, c'est la baisse des impôts de production de nos propres entreprises. Donc on veut lier les deux mécanismes. C'est ça. Si je puis me permettre une petite question là-dessus, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle un double dividende, c'est-à-dire qu'on fait bien pour le climat et qu'en plus, budgétairement, ça permet de financer des mesures d'aide, etc. Mais est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur qui est attendu, à quel niveau massif on peut imaginer ça au niveau européen? Parce que là, on parle de sommes colossales potentielles, quoi, si on commence à assujettir ce MACF aux produits finis, etc. Est-ce qu'il y a déjà des études qui permettent de confirmer que ça peut être, on peut avoir ce double dividende? La dimension est liée à 3 agrégats. 1, quels sont les États qui y participent? Quelle est l'échelle à laquelle on peut bâtir ce type de mécanisme? 2, quand vous parlez de produits finis, vous parlez de quoi? C'est-à-dire à partir de quel niveau des chaînes de valeur vous décidez d'appliquer ce type de taxation? Et puis, le 3e élément qui me paraît fondamental, c'est la manière dont vous rétribuez ces dividendes et, grosso modo, qui paye. Et ces 3 débats sur lesquels, aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord à l'échelle européenne. Et c'est la raison pour laquelle la France a fait une proposition d'une Europe, pour le coup, à plusieurs vitesses sur cette question, parce qu'aujourd'hui, vous avez une dizaine d'États européens qui sont d'accord pour avancer sur cette question, et le principe fonctionnerait de manière assez simple, en tout cas dans ses objectifs. On taxe les produits finis qui rentrent sur le marché européen, qui ne respectent pas tout un type de cahier des charges, nommément les produits chinois. En fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le mécanisme qu'on a appliqué pour taxer les automobiles chinoises, donc toute l'industrie automobile chinoise qui rentre sur le marché européen, est un modèle qu'on est en train d'essayer de tester pour voir si on peut l'appliquer à d'autres secteurs de notre économie. Donc au-delà de l'objectif politique affiché, la vérité, c'est que la manière dont on est en train de sanctionner l'industrie automobile chinoise pour essayer de protéger notre propre industrie est un modèle d'application, si je puis dire. C'est un peu le père de Flamanville vis-à-vis des autres EPR en construction sur le territoire français désormais. C'est un mécanisme qui est imparfait, qu'on est en train d'essayer d'ajuster pour voir comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres secteurs de l'économie. Et ensuite, vous avez un 2e débat qui est en cours entre les États européens, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent collecté? Nous, la position qu'on défend, c'est de dire que nous voulons dédier 100% de ce qu'on touche à travers cette taxation carbone aux frontières à la baisse des impôts de nos propres entreprises. Donc dire, en fonction du niveau à laquelle vous placez cette taxation, 100% de ce que vous récupérez de cette taxation carbone aux frontières, vous baissez les impôts de production de nos propres entreprises, à commencer par la CVAE et la C3S à l'échelle nationale. Compétitivité coût comme réponse, quoi. Mais c'est en retour, ça permet de... Nous, ce que nous pensons, et par exemple un pays comme l'Espagne, en tout cas nos camarades espagnols avec lesquels nous échangeons, tant de l'exécutif que du Parlement, une majorité aujourd'hui autour du Premier ministre Pedro Sánchez qui s'apparente à peu près au NFP en France, et dans une logique tout autre, c'est-à-dire qu'ils souhaiteraient que le produit de la taxation carbone aux frontières soit mis grosso modo au pot commun de la planification écologique à l'échelle européenne
pour financer des grands plans d'investissement publics, pour financer notamment des infrastructures énergétiques, des infrastructures liées à la mobilité, qui sont aujourd'hui non compétitives ou en tout cas non accessibles à l'investissement privé. C'est une autre logique que l'on respecte. Mais nous croyons que la perte de compétitivité de l'industrie française et l'industrie européenne est le premier élément auquel il faut qu'on réponde. Et donc nous considérons que les ressources que nous pourrions capter de cette taxation devraient être dédiées à la baisse de la fiscalité sur nos propres entreprises. C'est deux logiques qui sont différentes. On a beaucoup parlé de transition écologique ici, donc c'est un des grands défis de notre temps pour lesquels l'école des mines essaye d'armer donc ses élèves. Il y a une autre transition, vous me voyez venir, c'est la transition numérique. Vous avez parlé des acteurs du digital, donc des grands géants du numérique qui sont taxés aujourd'hui. Dans le rapport donc, que vous avez, donc, non pas co-signé, mais présidé, vous faites un constat qui est qu'il y a un grand retard aujourd'hui à l'échelle industrielle des ETI, des PME, sur le thème de la numérisation, de la robotisation. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce que la France est capable finalement de rattraper ce retard ? C'est une excellente question qui part d'un principe. D'abord, quand on parle d'industrie, on parle de quoi ? Est-ce qu'un data center, c'est l'industrie ou pas ? Très concrètement, il y a des gens qui disent que oui, d'autres que non. Nous considérons que la captation et la capacité des entreprises françaises, du peuple français, à travers ses entreprises, à travers son État, à travers ses chercheurs, à travers l'ensemble de ce qui compose notre économie, fait que cette question, l'intelligence artificielle, la gestion des données sur le territoire français, est une composante absolument essentielle de notre appareil industriel. Donc déjà, ce qui est quand même édifiant, peut-être que vous êtes d'accord entre vous, mais il n'y a pas de consensus politique à l'Assemblée sur la définition même du mot industrie, au sens qui est celui du XXIe siècle. La deuxième des choses, c'est que l'échelle des investissements consentis dans le domaine énergétique, dans le domaine de la gestion des données, dans le domaine du renouvellement de notre appareil industriel est sans commune mesure. C'est-à-dire que l'effort auquel doit consentir l'économie française pour faire face à sa transition démographique, à sa transition énergétique et à sa transition numérique, nous considérons que ces trois transitions sont liées et définiront l'avenir de notre pays dans le demi-siècle qui vient, est un effort économique qu'on a peu connu dans notre histoire. Je ne suis même pas sûr qu'on l'ait connu dans notre histoire aujourd'hui. Et donc, fort de ces deux constats, nous, ce que nous proposons à la suite de cette commission d'enquête, c'est une refonte de notre politique économique fondée sur 3 piliers. 1, la refonte totale du modèle social de notre pays. Fondée, 1, sur le financement de la protection sociale, fondée sur la consommation et non pas fondée sur le travail. Donc le basculement de la protection sociale sur la consommation avec une baisse massive des charges et une hausse de la TVA. 2, dans la refonte de ce modèle social, basculer d'un modèle de retraite par répartition à un modèle de retraite fondé sur la capitalisation obligatoire et universelle. Aujourd'hui, vous avez les modèles de retraite par capitalisation qui sont complémentaires, fondés sur la base du volontariat, l'épargne retraite dans vos entreprises, le PER, les différents modèles qui existent. Nous considérons que nous n'avons pas d'autre choix pour financer notre transition démographique que de basculer sur un modèle de retraite par capitalisation obligatoire et universelle qui permettrait de financer par ailleurs une partie de notre économie. Deuxième champ que nous proposons, deuxième pilier que nous proposons dans l'alignement politique et économique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une dérégulation massive de notre économie. Fondée, 1, sur la refonte totale d'une partie de nos réglementations, 2, à la fois à l'échelle européenne et nationale, je peux rentrer dans le détail si vous le souhaitez avec plaisir, et puis troisièmement, c'est une refonte de notre politique d'investissement, notamment de l'investissement public au service de la stimulation de l'investissement privé et des capitaux privés sur le territoire national. Et ça, il y a 2 éléments principaux. Nous proposons la mise en œuvre de ce qu'on appelle un Small Business Act. Le Small Business Act a été créé aux États-Unis en 1953, qui dit une chose: toute la commande publique en dessous d'un certain seuil est dédiée à 100% aux TPE et aux PME américaines. Eh bien, nous avons tranquillement décortiqué ce que les Américains ont fait pour essayer et pour proposer de mettre en œuvre un Small Business Act à la française
donc dédier 100% de la commande publique en dessous d'un certain seuil aux TPE et PME présents sur le territoire français. Et deuxièmement, dans le cadre de la refonte de notre politique d'investissement à l'échelle nationale et européenne, nous proposons une union totale des marchés des capitaux à l'échelle européenne. Donc tous les pays qui veulent s'associer à cet effort devront consentir, au même titre que la France, à une union totale de nos réglementations, de nos marchés, ce qu'on appelle les marchés de capitaux à l'échelle européenne, pour massifier nos politiques d'investissement à l'échelle de 3, de 4, de 10 États européens, ce qui demanderait un transfert de souveraineté qu'on n'a pas connu depuis des années, voire des décennies. Nous, on l'assume. Nous considérons que ce sont des compétences que nous devons mettre en commun à l'échelle européenne pour massifier nos politiques d'investissement à l'échelle de plusieurs États, pour faire concurrence et pour rattraper notre retard en la matière par rapport aux économies chinoises et américaines. Et ça, ce sont des politiques que n'a pas partagé le rapporteur, et c'est la raison pour laquelle on avait des divergences de fond sur ces questions. Est-ce que je peux me permettre une toute petite question? Est-ce que ça se heurte pas à des questions d'homogénéisation fiscale nécessaire? Alors c'est bien parce que la taxe GAFAM, on sait faire, et c'est bien parce que c'est les autres. Donc taxer les autres, on est d'accord pour le faire à peu près au même niveau. Mais la question d'avoir des fonds de capitaux homogènes, mais des taxations très différenciées, est-ce que ça risque pas d'être... il n'y aurait pas des trous dans la raquette potentielle? Est-ce que vous avez des réponses? Je dirais que c'est un objectif qu'on vise à moyen terme. Et ça implique des réformes structurelles à l'échelle nationale qu'on a entamées depuis 2017 et que nous devons poursuivre. Et ces réformes structurelles, c'est la mise en œuvre d'un régime par capitalisation que l'on muscle au fur et à mesure. Donc vous avez plein de modèles qui existent. Nous, le modèle que l'on suit, notamment, c'est celui de Bertrand Martineau, qui a publié à moult reprises sur cette question. Donc c'est le fonds d'amorçage de plusieurs dizaines ou centaines de milliards d'euros. Et ensuite, en fonction du poids de votre fonds d'amorçage, vous avez une courbe plus ou moins raide qui vous permet de basculer d'un régime par répartition à un régime par capitalisation. Une réforme de notre politique fiscale, et ça, on n'échappera pas, selon moi, au basculement du financement de notre protection sociale d'un régime fondé uniquement sur le travail à un régime fondé sur la consommation qui nous permet de faire baisser la pression fiscale sur les personnes qui travaillent. Pour rentrer dans une moyenne européenne, on l'a initié, et on l'oublie trop rapidement, mais on l'a initié depuis 2017. Il faut qu'on poursuive cet effort. Et ces réformes, on doit d'abord les mener à l'échelle nationale si on veut réellement que la France ait un poids politique suffisant pour amorcer ensuite cette union des marchés de capitaux à l'échelle européenne. Donc on peut commencer, c'est-à-dire qu'on l'a démarré avec les alliances industrielles, on l'a démarré notamment à travers l'effort que mène l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour unifier nos réglementations à l'échelle européenne, à l'échelle des 27. On l'a démarré à travers les préconisations des rapports Letta et Draghi sur notre politique d'investissement, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une dizaine d'États européens. Mais si on veut vraiment accélérer sur cette question, on doit d'abord commencer par les réformes à l'échelle nationale. Et honnêtement, on les a entamées. On n'est peut-être pas allé suffisamment vite ces dernières années. On a eu le contexte politique et économique qu'on connaissait aussi, et on a échoué sur une bonne partie de notre politique. Sinon, on aurait gagné les dernières élections législatives, on les a perdues. Mais le projet politique que l'on porte pour ces prochaines années, c'est celui-ci. Et je me permets, parce que je vois que le temps file et c'est trop dommage, on a beaucoup de questions à vous poser encore. Avec plaisir. Une question sur finalement la place de l'ingénieur aujourd'hui dans notre société. Je la dédouble. En fait, d'une part, on voit que les ingénieurs vont de moins en moins dans l'industrie aujourd'hui. Il y a énormément de tertiarisation. Les ingénieurs se tournent beaucoup vers la production de données intellectuelles. Enfin, il y a des services intellectuels, des prestations intellectuelles vers lesquelles vont les ingénieurs aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer ? Et l'autre question finalement sur la place de l'ingénieur aujourd'hui, c'est d'accord, ils vont moins dans l'industrie et on va en parler, mais ils sont aussi peu présents dans l'espace public, finalement, dans l'espace de décision politique. En tout cas, dans l'école des mines, on voit au sein des alumni qu'il y a peu d'élèves qui sont ensuite devenus décisionnaires politiques. Est-ce que, finalement, l'ingénieur devrait s'intéresser aussi, faire un pas vers ce système de l'espace public ? Je pense qu'il y a, mais plus que toute sa place, pour deux raisons. La première, c'est que à Versailles, on reçoit chaque année le sommet de Choose France, qui est le sommet où les grands investisseurs du monde entier qui font le choix de la France sur une année se rendent pour échanger avec le président de la République, ses ministres, les différents patrons d'entreprises françaises. Et quand vous travaillez sur les questions industrielles et l'attractivité, vous avez la grande chance, et c'est ce qui rend aussi mon engagement passionnant,
de rencontrer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'investisseurs du monde entier toute l'année. Et que ce soit des Saoudiens, des Coréens, des Brésiliens, des Britanniques, des Américains, des Australiens, des Japonais ou que sais-je, l'argument numéro un que ces investisseurs nous disent lorsqu'ils font le choix de la France, c'est toujours le même. C'est pas sa politique fiscale, c'est pas le beau pays que l'on a, même si c'est vrai, c'est la qualité de la formation des ingénieurs en France. Et donc moi, c'est pas parce que je suis ici ce soir que je vous le dis, mais factuellement, à chaque fois que nous rencontrons des patrons d'entreprises de fonds d'investissement du monde entier, la première des choses qu'ils soulignent, c'est la qualité de l'ingénieur français. Et honnêtement, s'il y a bien une école qui incarne cette excellence française reconnue à l'échelle mondiale, c'est la vôtre. Et je ne vous le dis pas pour vous faire un compliment, je vous le dis parce que c'est vrai, c'est ce qu'ils nous disent. Donc déjà pour cette raison, s'il y a bien une raison pour laquelle vous avez votre place dans le débat public, c'est pour celle-ci. La deuxième, c'est que je pense que vous le voyez tous les jours, on a un énorme problème, c'est que la vérité n'est plus le postulat de départ dans le débat public. La vérité est devenue un argument, et non pas le postulat de départ. Et donc la rationalité, qui est souvent la vôtre, qui n'est pas souvent la nôtre, à mon avis, a toute sa place dans le débat public aujourd'hui. Et moi, ce que je constate dans tous les travaux que je mène, eh bien, c'est que plus que jamais, on a besoin du retour de la raison et du retour de la science dans nos débats publics et politiques. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez toute votre place à l'Assemblée nationale, vous avez toute votre place au Parlement, vous avez toute votre place dans le débat public. L'immense avantage, c'est qu'aujourd'hui, les canaux de communication ne sont plus ceux du XXe siècle, ce qui fait que votre parole a potentiellement l'importance de celle d'un ministre comme celle de n'importe quel citoyen. Et donc, plus que jamais, vous pouvez occuper votre espace dans le débat public et dans le débat politique. Et si vous avez besoin de relais tels que moi ou tels que ceux de d'autres parlementaires, quelles que soient vos convictions, n'hésitez pas aussi à compter sur nous pour faire écho à votre parole. Et je crois que la soirée que l'on passe ce soir y contribue. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai hâte aussi d'avoir vos retours à la fois ce soir et dans les mois ou dans les années qui viennent. En tout cas, sachez que je me tiens à votre entière disposition, à la fois dans notre débat de ce soir et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. On va passer la parole à la salle qui va poser 2-3 questions et puis on laissera Godefroy Beauvalet clore la soirée avant de passer à un cocktail. Qui a une question à poser à monsieur le député? Je te passe le micro. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais une question concernant aussi votre carrière passée, notamment lorsque vous étiez chez Bruno Le Maire au ministère de l'économie. C'est à peu près le moment, si je ne me trompe pas, où le plan France 2030 avait été lancé par le président Emmanuel Macron. Donc ma question portait sur votre vision concernant ce plan, notamment en général les plans d'investissement d'avenir en France, donc innovation, industrie, etc., concernant la réindustrialisation de la France. Et quelle est votre vision sur la manière dont ces plans doivent être à la fois pensés, conçus, et ensuite exécuté, puisque le plan France 2030, c'est une 50aine de milliards d'euros qui ont été alloués à l'innovation et à l'industrie et qui portent quand même certaines de ses limites. Et j'aimerais savoir votre vision sur ce plan de manière générale, sachant que vous étiez au ministère de l'économie à ce moment-là. Merci pour votre question. Donc effectivement, alors moi, en toute franchise, j'occupais des fonctions plus politiques que techniques au sein du cabinet. Mais c'est vrai que c'est le moment où le déploiement de France 2030 avait lieu. Et la vision qui était portée à ce moment-là était fondée d'abord sur un retour d'expérience. Est-ce que les plans d'investissement d'avenir qui avaient été déployés sous la présidence de Nicolas Sarkozy à la suite de la crise financière et de la crise économique de 2007 à 2009 avaient fonctionné et quelles étaient aussi leurs limites? Est-ce que la création de la Banque publique d'investissement et la stratégie qui a été celle de la présidence de François Hollande et la manière dont avait été créée la BPI à l'époque était optimale, ou s'il y avait des choses à ajuster, notamment en sortie de crise, qui était la crise de la dette souveraine grecque qui menaçait aussi une bonne partie de l'économie européenne. Donc déjà, il y avait un premier postulat qui était quel était le retour d'expérience qu'on pouvait avoir de ces plans. Deuxième des choses qui a été faite, c'est comment les choses se passent ailleurs.
Moi, j'anime aujourd'hui un groupe de députés, mais c'est aussi un travail que fait Bercy et les différents ministères. En fait, on passe notre temps à screener, pardonnez-moi du barbarisme anglo-saxon, à évaluer la manière dont évolue la législation américaine, chinoise et allemande pour essayer de comprendre, quelle est la politique économique qu'ils mènent en soutien de leurs propres entreprises et comment est-ce que l'évolution législative de leurs lois impacte, et leur extraterritorialité impacte la sécurité économique de nos entreprises. Et puis troisièmement, on a essayé de répondre à la philosophie qui est la nôtre, qui est de dire que pendant 40 ans, la France a plutôt subventionné la consommation, donc a soutenu la demande, plutôt que de soutenir l'offre, qui, à notre avis, mais on se trompe peut-être, a fait le lit de l'effondrement industriel de notre pays, parce qu'on a plombé l'offre et l'appareil productif français pour soutenir et pour subventionner la demande et la consommation dans notre pays. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait bâtir un plan qui soutenait l'offre française dans un moment qui était d'une gravité économique sans précédent, à savoir celle de la crise Covid et en sortie de crise. Et donc, la manière dont on a bâti ce plan, elle était la suivante, qui était de dire qu'on subventionnait, c'est-à-dire qu'on soutenait massivement la mobilisation de capitaux privés en dérisquant des opérations sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on investissait conjointement à travers des investissements publics et des investissements privés dans des opérations qui, à notre avis, étaient fondamentales pour la réindustrialisation de notre pays. Donc on a choisi 5 ou 6 thématiques, je ne sais plus quel était le nombre précis, l'intelligence artificielle, l'hydrogène, la relance de l'énergie nucléaire, les semi-conducteurs, pour essayer de stimuler les capitaux privés dans notre politique industrielle et sur le territoire français à travers l'investissement de votre argent, à savoir de l'argent public. Deuxième des choses, dans le format, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que les plans d'investissement d'avenir sous le président Sarkozy n'avaient pas fonctionné, ou en tout cas avaient trop peu fonctionné par rapport à l'échelle qui était promise à l'époque. Et ce que nous avons considéré, c'est que l'État est probablement le pire vecteur, le pire investisseur de l'argent public des Français. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de passer d'une logique d'appel d'offres à une politique d'appel à manifestation d'intérêt. Donc grosso modo, vous aviez un pool d'argent public disponible, et ensuite on faisait appel aux investisseurs français et étrangers qui étaient prêts à investir sur le territoire européen avec des projets, en leur disant par exemple qu'on avait besoin de réindustrialiser les Hauts-de-France dans le domaine des semi-conducteurs ou des batteries. On avait 50 projets sur la table, et ensuite c'était un pool de chercheurs et d'investisseurs privés qui étaient autour de la table, qui choisissaient les projets que nous devions, sur lesquels nous devions miser. Et là-dessus, en fait, on a essayé d'imiter ce que d'autres pays avaient fait, nommément l'Allemagne et les États-Unis, dans leur fonctionnement, pour essayer d'imiter la réussite de leur politique économique pour déployer France 2030 sur le territoire français. On va prendre 2 autres questions. Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler dans notre école. J'avais juste une question sur la refonte du modèle social dont vous avez parlé, qui passerait notamment par une hausse de la TVA. J'ai un peu l'impression qu'actuellement, dans le contexte politique, il y a un besoin de justice fiscale. On peut le voir notamment avec la popularité de la taxe Glucksmann qui a été plébiscitée par 96% des Français selon un sondage IFOP. Et du coup, je me demandais comment vous pensiez que, ne serait-ce que démocratiquement, c'était envisageable alors que la TVA n'est pas super considérée comme un impôt redistributif. C'est une excellente question. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus injuste que le système par répartition. Pourquoi ? Parce que lorsque le régime de retraite par répartition a été créé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos ancêtres, à l'époque, avaient initié ce régime et ils nous avaient prévenus dès le départ, en disant qu'au vu des dynamiques démographiques de la France et de notre peuple, le régime par répartition n'aurait pu exister qu'une 30aine d'années. Et donc, il aurait fallu entamer son extinction au milieu des années 70. Nous sommes aujourd'hui en 2025 et notre régime de retraite par répartition est complet et notre régime de retraite repose, en tout cas public, repose sur 100% de répartition. Et pourquoi est-ce que je considère qu'il est injuste ? C'est qu'aujourd'hui,
90% des personnes présentes dans cette pièce vont bénéficier de la retraite par capitalisation. Vous travaillez peut-être déjà ou vous allez le faire dans quelques années. Il ne fait aucun doute que 90% des personnes ici, présentes ici, à travers un PER, à travers de votre plan d'épargne en entreprise, vous allez bénéficier d'un régime de retraite par capitalisation complémentaire qui va vous assurer une retraite décente dans les décennies qui viendront lorsque ce sera votre moment d'adopter une retraite et de passer à la retraite bien méritée. La vérité, c'est qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui ne bénéficient pas d'une retraite par capitalisation et qui dépendent d'un régime qui est insoutenable. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes tranquillement en train d'arriver à un régime qui repose sur la répartition entre un actif et un retraité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un régime constant, nous condamnons des millions de Français à la ruine avec un régime de retraite que nous ne pouvons pas financer. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre régime est déjà déficitaire à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous ne faisons qu'alourdir depuis des décennies son financement à travers la dette, l'impôt et un alourdissement des charges sociales. Et cette dynamique ne peut que continuer. Et donc moi, je considère que le meilleur service à rendre aux Français, notamment aux millions de Français les plus modestes, c'est de changer de régime pour passer d'un régime éminemment injuste à un régime qui peut bénéficier à 100% des Français et non pas qu'aux Français les plus aisés. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choix absolument vitaux. Et donc quand je parle de faire reposer le financement de la protection sociale sur la consommation, donc sur la TVA, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que, alternativement, ou en même temps, simultanément, on baisse massivement le coût du travail. Si on décide de basculer une partie du financement de la protection sociale, donc la santé, le chômage, le handicap et les retraites sur une partie de la consommation et sur la capitalisation, les deux en même temps, ça veut dire aussi qu'on baisse le coût du travail et ça veut dire qu'on baisse le niveau de cotisation, notamment sur les plus bas salaires. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'augmenter la TVA. Vous pouvez aussi dire que la TVA, en l'état actuel, vous la dédiez au financement de la protection sociale et vous ne la dédiez plus au financement d'une autre part de l'activité économique. Je peux rentrer dans le détail si vous le souhaitez. La taxe Zuckman, moi j'ai rencontré Gabriel Zuckman. C'est un homme d'une intelligence rare, prodigieuse. J'ai passé un moment passionnant avec lui. Je pense que sa réflexion, honnêtement, va dans le sens de l'histoire, mais ma conviction personnelle, c'est qu'il ne la porte pas nécessairement à la bonne échelle. C'est présomptueux de ma part, je suis qu'un député parmi d'autres, et c'est un économiste de haut rang. Je considère que le seul moyen pour nous d'appliquer une taxation à ce niveau, c'est de l'appliquer à l'échelle européenne. Et je suis convaincu qu'il y a une bonne part des nations européennes qui y sont prêtes. Et j'ajoute une deuxième chose, c'est que plutôt que de taxer simplement les grandes entreprises et les plus hauts revenus de notre nation, de notre continent, pourquoi est-ce qu'on ne bâtirait pas un niveau de taxation alternatif ou un modèle de taxation alternatif fondé sur la décarbonation et fondé sur l'aptitude à chacun d'appliquer une politique qui est plus ou moins proche de nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et en lutte contre la décarbonation. Moi, j'ai rien contre un riche qui investit 100% de son argent dans la décarbonation ou dans des activités environnementales vertueuses. En revanche, j'ai un gros problème avec un riche ou une entreprise, notamment une entreprise étrangère, chinoise ou américaine, qui exporte sur le territoire européen ou sur le marché européen, donc qui produit ailleurs pour importer sur le marché européen et qui pollue ailleurs pour importer sur le territoire européen et qui, du coup, nuit à la compétitivité de nos propres entreprises. Donc, Gabriel Zuckman, je pense que dans son objectif, qui est parfaitement louable, je pense qu'il y a des modèles de fiscalité alternative à l'échelle européenne, et elles existent. On l'a fait sur la taxation des géants du numérique, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'appliquer sur d'autres domaines de notre économie, qui, à mon avis, sont des modèles de fiscalité plus vertueux que ce qu'il promet. Et enfin, je suis très bavard, donc je me tais après. J'ai une vraie interrogation sur le rendement de la taxe Zuckman. Le président du Conseil d'analyse économique
qui n'est pas réputé pour être un grand libéral, a montré qu'il y avait des vrais risques sur le rendement réel de la sur la taxe Zuckman. Le Parti socialiste aujourd'hui, qui en a fait le fondement de sa politique fiscale pour le PLF qui vient, dit que la taxe Zuckman pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros. Le président du Conseil d'analyse économique dit que la taxe Zuckman pourrait rapporter au maximum 5 milliards d'euros. Avec les trous dans la raquette que cette taxe comporte, et de 2, l'effet, je dirais, d'effarement ou de désarroi que cette taxe pourrait créer sur l'investissement sur le territoire français et sur le ralentissement de la politique économique et du dynamisme économique qui est déjà très limité de l'économie française. Merci à vous. On prend une dernière question et on passe la parole à Godefroy Bouvalet. Donc la question et la réponse va prendre du temps à notre directeur. Donc vous le... Bien, merci. Moi, je suis un grand ancien de cette maison. J'ai eu la chance de travailler avec de grands économistes et j'ai été un peu bercé par Adam Smith, Ricardo, etc. Alors, je trouve que vous avez un discours qui est assez convaincant, qui est même très convaincant sur la méthode. C'est-à-dire comment créer le cadre propice au redéveloppement de l'industrie, la fiscalité, le social, le financement, etc. Mais à la sortie, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et donc, ma question, c'est aujourd'hui, en France, quels sont les avantages comparatifs dont on peut se prévaloir? Alors, je sens que vous allez me dire c'est les ingénieurs, la formation. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours exact quand on voit tout ce qui se fait en Chine avec laquelle se fait. Donc, quels sont nos avantages comparatifs qui fait qu'on pourrait être meilleur dans certains domaines que d'autres pays, européens ou pas? Alors, sachant que je suis bavard, je ne veux pas vous pas courir. Ce qui est incroyable, c'est que je pense que vous tous comme moi, on rencontre beaucoup d'investisseurs et beaucoup de chefs d'entreprise du monde entier. Et c'est souvent l'une des premières questions qu'on leur pose. On nous dit que c'est la crise en France depuis les années 60. Depuis l'arrivée à la présidence de la République de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a pas un seul président de la République qui n'a pas dit que la France était en crise et qu'on allait sortir au bout du tunnel et que finalement, il avait les ressources politiques pour sortir le pays de la crise. Et au final, c'est le discours qu'on porte. Et pourtant, ce que je constate, c'est que malgré l'instabilité politique que l'on connaît, il y a quand même encore des investisseurs qui signent un chèque de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année pour investir sur le territoire national. Avec des résultats plus modestes que de d'autres zones économiques du monde, mais ces gens investissent dans notre pays quand même pour des raisons. Moi, j'identifie 3-4 avantages comparatifs parmi tant d'autres. Mais on a encore des industries et des filières d'excellence sur le territoire français par nos entreprises que le monde entier nous envie. Malgré tout ce qu'on lui a fait, la filière nucléaire existe et résiste. Je cite évidemment les filières aéronautiques, du luxe, mais au-delà de les citer, c'est quand même des industries que le monde entier nous envie et qui portent aujourd'hui une bonne part de notre économie. La deuxième des choses, pardonnez-moi, mais l'état de droit, c'est pas que des mots. Aujourd'hui, quand j'échange avec des chefs d'entreprise français comme américains, savoir quels sont les droits de cette entreprise, est-ce que les droits de cette entreprise seront confirmés et protégés dans les années qui viennent dans un pays comme les États-Unis de Donald Trump, c'est des hésitations fondamentales que se posent des dizaines de chefs d'entreprise qui chiffrent leurs investissements à des dizaines de milliards d'euros. Et donc nous, ce que nous disons aujourd'hui à nos partenaires socialistes et autres, c'est que dans un monde qui est caractérisé par l'instabilité administrative, réglementaire et fiscale aux États-Unis et même dans une partie des régions chinoises, essayons de préserver la stabilité administrative, réglementaire et fiscale à l'échelle du territoire national et à l'échelle du territoire européen, qui a été un avantage comparatif majeur ces dernières années en France, ce qui n'a pas été le cas ces dernières décennies, mais ce qui a été le cas ces dernières années. Essayons de préserver cet avantage comparatif majeur. La troisième des choses, pardonnez-moi, c'est pas pour faire l'éloge de cette maison, mais
Je reviens au premier élément qui est souligné par 100% des gens que je rencontre qui viennent du monde entier. L'excellence de la formation française et l'excellence, mais des ingénieurs français est un élément qui est reconnu par le monde entier. Et donc, plutôt que de se reposer sur nos acquis, nous, ce que nous avons essayé de mener ces dernières années, c'est des réformes pour soutenir cette excellence. La réforme de l'apprentissage, ce n'est pas une réforme gadget. En 2017, il y avait 250 000 apprentis par an en France. Il y en a aujourd'hui 1 million. La réforme du lycée professionnel, ce n'est pas une réforme gadget, c'est une réforme fondamentale pour soutenir cette excellence pour les années qui viennent. Voici 2 ou 3 avantages comparatifs que j'identifie. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je crois honnêtement que plutôt que de continuer à se lacérer comme on le fait, notamment dans la vie politique tous les jours, écoutons simplement ce que nous disent les étrangers quand ils regardent notre pays. Et honnêtement, il y a matière à être optimiste pour les décennies qui viennent pour notre pays, si on fait, je crois, les bons choix politiques et économiques, vous et nous ensemble. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Godefroy. Godefroy. Christian, rapidement. Allez. Très vite, parce que on va faire lapidaire. Là. Lapidaire, on va faire lapidaire alors. Merci beaucoup, monsieur Rodwell, pour votre intervention. J'ai entendu un discours que je n'ose pas qualifier de libéral. Je ne voudrais pas que vous soyez... voilà. Juste une remarque. J'aurais 2 remarques, mais c'est peut-être à développer par la suite lors du cocktail. Je crois qu'il y en a un. Quid du monde des PME ? Parce qu'ici, on s'est adressé beaucoup à des grands groupes. On voit ça, une vision d'intervention de l'État. Une autre question, quelle est la place de l'État dans tout ça ? Ne faut-il pas un peu le réformer ? Puis, dernière remarque, je ferai juste observer que pour être chef d'entreprise en PME, je pense que beaucoup du développement de l'apprentissage est lié à des questions de charge salariale. Alors, non moins lapidaire pour la réponse. Très rapide. Sur la place de l'État, ça fait des décennies qu'on croit à une politique colbertiste ou keynésienne à l'échelle nationale. Je pense qu'on peut faire communément un constat de relatif échec. Et la politique de l'offre qu'on a essayé de porter ces dernières années, qui a ses limites, on peut y revenir, a, je crois, au moins eu le mérite d'avoir des premiers résultats économiques qui, j'espère, sont concluants. Et peut-être que vous avez un avis divergent, et je serais ravi d'en échanger avec vous ensuite quand on ira boire un pot. Mais 2,7 millions d'emplois créés en 7 ans, ils ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des entreprises qui ont créé ces emplois sur le territoire français, et ce sont des entreprises qui ont été créées et qui ont été convaincues de créer cette richesse et de créer ces emplois sur le territoire français. Et donc moi, je crois à cette politique, et donc je crois à une politique de dérégulation et à une politique de désengagement de l'État dans une part très importante de notre économie. Et je pense que le mouvement qu'on a initié depuis 2017 en la matière n'est pas suffisant et qu'il faut qu'on poursuive. Je crois vous avoir répondu sur la question des charges et des cotisations tout à l'heure, et sur la question des TPE et des PME. Dans le rapport que nous portons, on porte notamment 2 mesures sur ce sujet. Un, je vous ai parlé du Small Business Act à la française qui me semble absolument fondamental pour soutenir le déploiement des TPE et des PME, pour leur permettre de devenir des entreprises de taille intermédiaire, qui est le vrai maillon faible de l'économie française aujourd'hui. Et la deuxième des choses, c'est que nous pensons qu'il faut que nous refondions totalement le pacte du Dutreil, non pas pour l'amoindrir, mais pour l'élargir massivement, pour éviter de provoquer, à chaque fois qu'une entreprise est transmise, une perte de valeur fondamentale pour l'économie française par rapport notamment aux économies allemandes et italiennes. 2 pistes que nous poussons. 1, nous pensons que le pacte du Dutreil devrait être élargi dans ses bénéficiaires, non pas simplement aux fils et aux petits-fils d'un chef d'entreprise, mais à ses neveux, à ses nièces, à ses cousins, aux salariés de l'entreprise. Nous considérons que si la reprise d'une entreprise doit être faite par ses salariés, soit par sa direction, soit par un pool de salariés, le pacte du Dutreil devrait pouvoir s'appliquer à ce type de transmission. Et la deuxième des choses, nous pensons que les critères du pacte du Dutreil doivent être refondés pour prendre en compte, et ça revient à une question que vous posiez tout à l'heure, pour prendre en compte 2 caractéristiques majeures de notre économie qui n'existaient pas en 2003 lorsque Renaud Dutreil a créé ce pacte-là. C'est 1, la robotisation, et 2, la numérisation de notre économie. Aujourd'hui, nos TPE et nos PME prennent du retard tout simplement parce qu'elles n'ont pas la capacité d'amortir ces investissements sur une durée suffisante
du fait de la transmission tardive de leur entreprise. Grosso modo, si vous consentez à des investissements massifs dans des robots ou dans la digitalisation de votre entreprise, cette valeur peut être détruite au moment de la transmission de votre entreprise parce que le pacte Dutreil ne permet pas de prendre en compte ces investissements dans les critères qui existent aujourd'hui. Et donc nous proposons d'élargir le pacte Dutreil pour pouvoir préserver la valeur de la robotisation ou de la digitalisation de nos entreprises dans le cas de sa transmission d'un chef d'entreprise à ses salariés ou d'un chef d'entreprise à son fils ou à son petit-fils pour éviter de perdre cette valeur par rapport à des entreprises italiennes ou allemandes telles que c'est le cas aujourd'hui. J'espère avoir répondu à votre question. Ou à sa petite fille, soyons fous. Tout à fait. Mais Merci. Le masculin est neutre de la langue française et toutes et tous, bien sûr. Bien, monsieur le député, merci beaucoup. Je veux conclure en quelques mots. D'abord, peut-être, en vous remerciant, le public d'avoir été là nombreux. Vous dire que vous avez parlé de Choose France. Peut-être ne savez-vous pas, mais l'école des mines a Choose Versailles. Choose Satori, puisque j'étais tout à l'heure et je serai à nouveau demain d'ailleurs sur notre campus de l'innovation à Satori, où nous avons installé la robotique, l'énergétique, les procédés, le centre des matériaux, et où nous sommes au cœur de cet écosystème en train de se créer autour notamment des questions de sécurité, de défense, d'industrie. Et on espère bien pouvoir compter sur votre soutien local, puisque vous faites partie des gens qui pouvaient assurer de la connexion entre tous ces acteurs, parce que l'intérêt d'aller sur place, c'est aussi que c'est toute l'école qui y va, c'est pas une annexe de l'école, le campus de Versailles, c'est vraiment toute l'école qui est ouverte aux travaux, aux partenariats avec les entreprises qui sont sur place, les très grandes, il y en a une pas loin de nous qui s'appelle Safran, on les connaît déjà pas mal, mais aussi les plus petites, et c'est aussi sur celles-là qu'on compte sur des acteurs politiques, puisque ça fait partie la mobilisation du territoire de ce qu'a fait le politique, de sa fonction aussi, même si on a moins parlé ce soir. Il y aura une réunion fondatrice demain sur ce sujet. Alors, pardonnez à un ancien directeur de cabinet du ministre de l'Industrie de vous dire que le Small Business Act à la française, moi, ça fait 22 ans que j'en entends parler, alors j'ai arrêté d'attendre. Ou à l'européenne d'ailleurs. Voilà, non, enfin, bon, j'espère toujours. Et d'ailleurs, je pense que quelque part, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, comme dit Hölderlin, et qu'au bout d'un moment, on finira par se rendre compte que c'est pas une mauvaise solution. Et pas simplement d'en parler, parce que ça, on en parle beaucoup, mais de le faire. Je vous mets pas en boîte. Je veux dire, je sais que beaucoup de gens s'y sont efforcés, que les règles européennes sont compliquées en la matière. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de très important de ce côté-là. Je veux aussi vous dire sur la proximité des ingénieurs aux politiques. Je refaisais un comptage là. Alors à l'heure où nous parlons, il y a des ingénieurs à proximité du politique. C'est vrai que des hommes et des femmes politiques qui ont une culture d'ingénierie, il n'y en a pas beaucoup. Et on est en droit de le regretter. Comme ils ont dû entendre, comme vous, que le fait d'avoir des ingénieurs autour de soi, c'est pas idiot, il y a aujourd'hui 7 ingénieurs issus de cette école à Matignon, 3 à l'Élysée, ce qui fait une représentation autour des politiques tout à fait atypique. Des gens qui sortent de cette école. Alors, c'est vrai qu'on a un cursus qui est un peu fait pour, mais ça s'appelle le corps des mines, mais il n'y a pas que. Et c'est un peu un message aussi que j'ai. Je sais que parmi les tout premiers employeurs en premier emploi dans cette école, il y a la puissance publique, parce qu'il y a des jeunes ingénieurs, quel que soit leur statut, qui ont envie de s'engager dans une aventure publique, pas forcément pour y faire leur carrière, mais parce que c'est un moment qui est particulièrement intéressant, puis ça les stimule. Donc d'abord, il n'y a pas d'autocensure à avoir par rapport à ça. Et ensuite, sachez, pour ceux que ça intéresse, que l'école est pas si mal connecté, et on peut aider aussi à fabriquer ce genre de trajectoire. Enfin, je voudrais conclure en disant que les qualités de l'ingénieur, on en a parlé de certaines, je crois qu'il y a des qualités politiques de l'ingénieur que vous n'avez pas citées. D'une part, ce que j'appellerais le leadership relationnel, c'est-à-dire qu'un ingénieur, ça sait que il ne suffit pas d'être chef, quoi. À un moment, si on n'a pas les alliances, si on n'a pas créé les conditions de l'alliance, ça marchera pas. Et puis, le recul critique. D'abord parce que l'ingénieur, c'est souvent celui, pour avoir vécu en cabinet ministériel, qui se retrouve à dire non au ministre. Monsieur le ministre, je suis vraiment désolé, mais ça passe pas, parce que le tiers exclu, c'est un truc qui existe. Ça peut pas être à la fois oui et non. Ou bien parce que les règles de proportionnalité existent. En mettant 500 000 €,
on n'aura pas des résultats en milliards. On adorerait y croire aussi, mais c'est peu vraisemblable. Et je note de mon expérience politique, proximité du politique, que l'ingénieur se retrouve, il n'est pas le seul, bien sûr, il n'est pas le seul à avoir l'esprit quantitatif, mais souvent, son éthique personnelle l'amène à être celui qui dit, dans cette école, on dit qu'il faut être humble devant les faits et fier devant les chefs, à dire que on adorerait, mais ça ne va pas le faire. Sur les enjeux de l'heure, on voit aussi apparaître des collectifs d'ingénierie engagés. Travailler à l'école, je pense aux travaux de Sophie Hogg au Centre de gestion scientifique ou ceux de Cécile Schwartz à l'Institut ISIGE. Des collectifs d'ingénierie engagés, c'est-à-dire des collectifs qui, tout en étant à l'intérieur de la machine économique et qui ne sont pas en posture de désertion, de militantisme radical, se disent comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour influer sur la trajectoire des organisations qui nous font travailler, des secteurs dans lesquels on travaille. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fructueux, qui est nouveau, qui est émergent, et qui doit être relié aux intentions. C'est pas du militantisme politique, mais c'est quelque chose, voilà, ça s'appelle les collectifs d'ingénierie engagés. Je crois que c'est quelque chose qui émerge, comme les sociétés à mission ont émergé il y a quelques années. Elles ont été notamment explorées à l'école des mines, qui méritent l'attention du politique. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure. Vous remercier beaucoup d'avoir fait passer votre fougue, votre passion, et puis la manière dont on travaille, dont on argumente, dont on interagit, dont on convainc à l'intérieur de la sphère politique. Ça nous passionne ici, mais plus largement, je pense que c'est un des devoirs de l'école des mines, et je sais que nous le partageons avec Mines Paris Alumni et Philippe Calousdian qui la dirige, quelque chose sur lequel on a aussi, nous, à faire notre part du chemin. Et je veux vous en remercier. Je veux enfin remercier Pierre et Olivia pour avoir animé ces débats et l'avoir préparé avec vous. On avait un étudiant et un prof. Et c'est aussi la preuve qu'à l'école des mines, on est tous partenaires, et notamment les étudiants et les enseignants. Je vous remercie. Merci.